Merci, monsieur le directeur. Les commémorations du tricentenaire de la mort de Louis XIV sont l'occasion de tirer un bilan du règne du roi Soleil dans sa totalité, de remettre en perspective l'absolutisme louis XIVien sur la longue durée, de célébrer les réalisations de ce grand siècle de l'art et de la culture française. Mais elle nous invite aussi à détourner les projecteurs de la période faste, rayonnante et conquérante du règne de Louis XIV, qui s'étend en gros de la prise de pouvoir de 1661 au début des années 1680, pour les braquer sur la fin du règne, l'hiver du règne, associé au temps des défaites, des années de misère provoquées par la crise économique et financière, des deuils de la famille royale et plus généralement de l'interminable vieillesse d'un souverain en butte à l'Europe entière. La seconde partie du gouvernement personnel de Louis XIV, après le milieu des années 80, souffre en effet de rester dans l'ombre de l'imposante et glorieuse figure du roi Soleil, de la jeunesse et de la maturité. C'est sans doute dans le domaine militaire que cette coupure entre une partie glorieuse et une partie sombre du règne semble la plus apparente parfois. Et d'ailleurs, toute iconographie ou presque associée dans les esprits au règne martial de Louis XIV, et en premier lieu les décors de Versailles, les tableaux de Van der Meulen, portent sur la période des conquêtes, principalement du fait de la volonté des commanditaires et des artistes de mettre en scène le roi, un roi qui s'est retiré du théâtre de la guerre en 1693. D'où sans doute ces périodisations très marquées qui correspondent évidemment aux réalités, notamment celle de la guerre de succession d'Espagne, mais manquent souvent de nuances. Après les victoires, les défaites, après les grands généraux, les généraux incapables ou courtisans, après l'efficacité militaire associée aux conquêtes, la guerre de position et le blocage tactique. La guerre de la Ligue d'Augsbourg n'a guère laissé d'empreinte dans la mémoire collective en France, n'ayant pas été le théâtre d'événements vraiment majeurs de la chronique militaire du règne, n'ayant pas donné lieu à un traité associé à des conquêtes ou même à des pertes de territoire, et apparaissant comme un conflit intermédiaire aux enjeux flous, aux résultats incertains. Le fait même que cette guerre porte des noms différents d'un pays à l'autre, guerre de la Ligue d'Augsbourg donc, mais aussi guerre de 9 ans, guerre de la Grande Alliance, guerre de succession palatine, montre à quel point cette guerre est difficilement lisible, elle l'a été très tôt, et combien sa mémoire est éclatée et diffuse. La mémoire de la guerre de succession d'Espagne est plus vivante, au point que ce conflit symbolise dans ses échecs toute la fin du règne, lié qu'il est à la grande affaire qu'est la succession espagnole ou encore au congrès fondateur d'Utrecht. Si l'on s'intéresse à la mémoire des batailles du côté français, les grandes victoires de la guerre de la Ligue d'Augsbourg n'ont pas davantage marqué les esprits que les victoires, car il y en a eu, et les défaites de la guerre de succession d'Espagne. Seul Malplaquet et Denain résonnent encore dans la culture historique française, puisque ces batailles ont connu un écho renouvelé à une époque plus contemporaine, où elles sont apparues comme des batailles d'arrêt pouvant incarner un sursaut national. Ces mémoires nationales divergent en fonction notamment de l'impact des combats sur les territoires, et à ce titre, la France a été largement épargnée. Mais les différences d'appréciation tiennent aussi au point de vue et aux traditions historiographiques des différents pays belligérants, traditions qui sont longtemps restées cloisonnées. L'historiographie française a beaucoup étudié la guerre de succession d'Espagne. D'un point de vue militaire, on a cité tout à l'heure les mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne, éditées par le dépôt de la guerre, et d'un point de vue diplomatique, au moins autant. Citons en dernier lieu le colloque sur Utrecht, une paix pour l'Europe et le monde, organisé à Paris en 2013. Mais jusqu'à récemment, la période a été surtout traitée sous le prisme de la succession espagnole et moins, par exemple, sous celui de l'ouverture de cette seconde guerre de 100 ans qui voit l'opposition entre la France et l'Angleterre structurer la période 1688-1815, perspective dans laquelle les années 1688-1715 apparaissent logiquement comme une même séquence. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, de fait, a longtemps suscité un intérêt moindre, mais a également bénéficié ces dernières années d'un renouveau porté par les travaux consacrés notamment à Louvois, à la conduite de la guerre, à ce qu'on a appelé la seconde prise de pouvoir par Louis XIV en 1691, ou encore à Vauban, entre autres. Je suis très heureux que ce colloque soit l'occasion de donner la parole à beaucoup des jeunes chercheurs qui sont au cœur de ce renouvellement des études sur ces deux conflits en France, dans une approche opérationnelle, stratégique ou davantage d'histoire culturelle. L'historiographie anglaise et anglophone a un point de vue différent, puisque pour l'Angleterre, cette période correspond à une inflexion majeure, évidemment, avec la rupture de la Glorieuse Révolution, période qui s'incarne par ailleurs dans des personnages emblématiques, parmi lesquels Guillaume III ou Marlborough. L'armée anglaise et les campagnes des années 1690-1700 ont retenu très tôt une attention spécifique par de grands historiens anglo-saxons. Les collègues américains et britanniques qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents aujourd'hui ont apporté d'ailleurs une contribution déterminante en renouvelant l'étude de ces périodes, que ce soit John Lynn avec Giant of the Grand Siècle ou les guerres de Louis XIV, Guy Rowlands avec notamment The Dynasty State and the Army ou ses études sur les finances de la France déclinante, ou Jamel Oswald avec Vauban Under Siege ou ses réflexions sur la bataille décisive autour de Ramillies.
Ce qui permet de revenir sur ces visions parfois partisanes de la guerre de succession d'Espagne, qui est longtemps apparu comme un exemple très net d'historiographie nationale très marquée par le sort des armes, les victoires de Marlborough ou du prince Eugène étant loin d'être associées chez les auteurs anglo-saxons à un déclin de l'art de la guerre, comme l'est en France le temps des défaites et des généraux médiocres. Cette veine s'est conjuguée toutefois dans l'historiographie anglo-saxonne avec une histoire plus globale. La New Cambridge Modern History consacre ainsi son volume 6 à la période 1688-1715 avec pour titre « The Rise of Great Britain and Russia ». Dans le domaine diplomatique et géopolitique, les travaux ont été très nombreux également, voire notamment l'ouvrage collectif sur Guillaume III, dirigé par David Onenking avec beaucoup de collègues anglo-saxons en 2007. Signalons également à cet égard le colloque de Londres en 2012 sur la guerre de succession d'Espagne, qui étudiait surtout les volets diplomatiques, économiques et la dimension mondiale de ce conflit en phase avec les développements récents de l'histoire globale. On notera que du côté français, cette approche est de plus en plus suivie et que les relations entre la France et le couple anglo-hollandais notamment ont fait l'objet depuis plusieurs années de travaux soutenus et remarquables. Il faut donc prendre du recul par rapport à la vision française traditionnelle des événements et tenter d'adopter un point de vue plus global, comme l'a fait récemment Thierry Sarment, par exemple, dans son ouvrage 1715 « La France et le monde », pour appréhender les évolutions de cette période dans toutes leurs dimensions et toutes leurs spécificités. Car cet exercice de réhabilitation d'une période délaissée serait louable mais un peu vain s'il ne permettait de mettre en relief des mutations qui marquent ces décennies dans bien des domaines. Si l'on s'éloigne de notre propos, on ne peut qu'être tenté de faire un parallèle avec ce moment de crise de la conscience européenne qu'a identifié Paul Hazard dans un célèbre ouvrage qui insistait sur les jalons intellectuels posés entre 1680 et 1715 et l'importance du tournant du siècle dans la genèse des Lumières. Dans les domaines militaires et géopolitiques, les évolutions ne semblent pas moins importantes, au point qu'il paraît possible de parler de tournants, voire de grands tournants, pour éviter l'expression un peu passe-partout de période charnière. Le tournant du règne de Louis XIV est habituellement associé aux années 1680. Cette décennie voit en effet l'installation de la cour à Versailles, la mort de Colbert, le mariage du roi avec Madame de Maintenon, la trêve de Ratisbonne couronnant la politique des réunions et marquant l'apogée de la puissance française, donc l'amorce de son déclin, la révocation de l'édit de Nantes bien sûr, et la conclusion de la Ligue d'Augsbourg. L'expression de grand tournant a été installée dans le paysage historiographique par Charles Boutan avec sa somme sur la succession palatine. Mais il est tentant d'emprunter cette expression pour l'appliquer non pas à l'étude du règne de Louis XIV, même dans son contexte européen, mais à l'histoire plus générale de l'Europe, voire à l'histoire longue de la guerre, en étendant cette expression à un tournant du siècle élargi, dont l'unité est principalement scellée par la guerre et les rééquilibrages stratégiques qui en découlent, même si évidemment l'acceptation de la couronne espagnole par Philippe V en 1700 a rebattu les cartes. Alors comment caractériser les grandes évolutions de cette période ? Dans le domaine militaire et des pratiques de la guerre, elles sont nombreuses, d'ordre à la fois quantitatif et qualitatif. Certaines, bien sûr, s'inscrivent dans des processus de longue durée dont elles marquent l'aboutissement. Signalons d'emblée que les conflits voient les fronts se multiplier, les lignes d'opération se distendre et les zones touchées par la guerre s'étendre. Au-delà de ce qu'on appelle les guerres de Louis XIV, la guerre marque d'autres régions de l'Europe, dans des chronologies un peu différentes. Ainsi de la Grande Guerre austro-turque qui oppose l'empereur et ses alliés chrétiens à l'Empire ottoman de 1683 à 1699, ou de la Grande Guerre du Nord entre la Suède et la Russie entre 1700 et 1721. La dimension navale des dernières guerres de Louis XIV, que nous ne pourrons qu'esquisser malheureusement au cours de ce colloque, il aurait fallu un autre colloque, cette dimension navale joue un rôle de plus en plus déterminant. Ces conflits prennent également une dimension coloniale nouvelle, notamment sur le continent américain, dans les Antilles, au point qu'on peut se demander si ces conflits ne peuvent pas prétendre elles aussi au titre très disputé de Première Guerre mondiale de l'histoire, souvent conféré à la guerre de 7 ans. Du côté des effectifs des armées, les années 1690, avant même la guerre de succession d'Espagne, sont celles du maximum atteint par les armées françaises pour l'ensemble du règne. À la fois pour la conduite et la logistique de ces armées tout au long des campagnes et pour leur évolution dans la bataille, cette croissance sans précédent constitue bien un tournant. Guibert l'a d'ailleurs noté, les armées, écrit-il dans l'essai général de tactique, devinrent prodigieusement plus nombreuses et plus chargées d'embarras. La manière de faire la guerre changea. Les conséquences tactiques, logistiques, donc opérationnelles et stratégiques de cet accroissement des effectifs sont en effet primordiales. Le développement de la petite guerre et des troupes légères, comme les hussards, mais on pourrait penser aux dragons, en est un exemple parmi d'autres, phénomène qui témoigne aussi des transferts à l'œuvre entre les armées du temps. Les troupes, pour lesquelles le port de l'uniforme se systématise alors, voient également leur armement se transformer. C'est la fin dans l'infanterie de l'emploi de la pique et du mousquet et la consécration du couple fusil-baïonnette.
Le mouvement séculaire d'amincissement des formations tactiques trouve dans les années 1700 son aboutissement au service de la puissance de feu d'une ligne de bataille qui, du fait de la croissance des effectifs, connaît une extension rendant la manœuvre plus difficile. D'où le règne du feu et le blocage tactique tant dénoncé par les théoriciens du XVIIIe siècle. Mais le choc n'a pas dit son dernier mot, et l'époque voit aussi la cavalerie jouer un rôle plus important qu'on ne le pense parfois dans les opérations, Marlborough puis Charles XII privilégiant à nouveau la charge à l'arme blanche. Les trains d'artillerie connaissent également une croissance notable en bataille et surtout lors des sièges ou lors des bombardements. Du point de vue de la violence de guerre, la singularité des expériences du Palatinat, de Bruxelles, de la Bavière demande à être étudiée et remise en perspective, en lien avec la question des propagandes de guerre et plus largement de l'impact de ces guerres sur les sociétés. Dans le domaine de la conduite de la guerre, ces campagnes voient la guerre de cabinet évoluer sous l'effet de la disparition de Louvois puis de l'éloignement des théâtres d'opération. Bien qu'il soit retiré des campagnes, Louis XIV se consacre paradoxalement plus que jamais à la direction des conflits, assurant une unité de commandement qui contraste avec les coalitions auxquelles la France fait face. La correspondance entretenue par Louis XIV avec ses généraux à partir de 1691, qui est conservée ici même, permet d'ailleurs de voir mieux que jamais le roi de guerre en action. D'un point de vue plus institutionnel, c'est une période de structuration du département de la guerre, de la carrière des officiers, dans le cadre du développement de la monarchie administrative. Il y a donc dans le domaine militaire un faisceau d'évolution propre à ces années 1690-1715 ou 1720 qui me semble mériter une attention comparable au tournant auquel on associe par exemple la guerre de 7 ans, sous l'effet du renversement des alliances et des campagnes de Frédéric II, sous l'angle des effectifs et du poids de la guerre sur la population, touchée pour la première fois sous une forme aussi large par le service armé instauré par la milice. C'est bien d'ailleurs seulement dans la fin du règne de Louis XIV que l'on peut chercher des antécédents aux guerres de la Révolution et de l'Empire, comparaison déjà évoquée par André Corvisier et qui a suscité un intérêt renouvelé dans le débat sur la totalisation de la guerre à l'époque napoléonienne. On peut regretter à cet égard que les historiens de la Révolution militaire aient assez peu pris en compte les spécificités de cette période, à l'exception peut-être de Jeremy Black qui insiste, au contraire de Michael Roberts ou de Geoffrey Parker, sur l'importance de cette séquence 1670-1720, en étirant, me semble-t-il, cette période en amont jusqu'aux années 1660 seulement pour y intégrer l'apparition du combat en ligne de file dans le domaine naval. Deuxième aspect à souligner, celui des évolutions importantes que connaît cette période dans les équilibres stratégiques et géopolitiques entre les puissances européennes, y compris dans leurs possessions ultramarines. La France conquérante et agressive, qui est à son apogée au début des années 1680, bascule dans une stratégie défensive au cours de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et voit sa primauté militaire battue en brèche au cours de la guerre de succession d'Espagne. Malgré son sursaut, elle se retrouve en 1715 épuisée, financièrement exsangue, après 2 conflits menés contre l'Europe coalisée qui l'ont contrainte à abandonner nombre de territoires occupés dans les années 780-790 et à céder une partie de ses possessions coloniales. La France cherche désormais l'alliance de l'Angleterre et son influence recule en Europe. Elle aura finalement beaucoup sacrifié à la victoire dynastique que représente l'arrivée et le maintien d'un Bourbon sur le trône d'Espagne. Mais cette Espagne a subi la guerre sur son sol, s'est affaiblie économiquement et commercialement, dans ses colonies notamment, a perdu les Pays-Bas, ses emprises italiennes, Gibraltar, Minorque. Elle est plus que jamais ravalée au rang de puissance secondaire. Les principaux adversaires de la France et de l'Espagne, à savoir l'Angleterre et l'empereur, ont dans le même temps renforcé leur position. La Glorieuse Révolution a uni le sort de l'Angleterre et des Provinces-Unies, et Guillaume II est devenu le principal animateur de la coalition anti-française. L'armée britannique est devenue redoutable, mais au-delà, c'est la mobilisation économique et financière de l'Angleterre et sa capacité à lever des fonds qui lui permettent d'intervenir plus largement sur terre et sur mer. Tandis que l'Angleterre s'assure la maîtrise des océans et qu'elle s'arroge une part du commerce de l'Empire espagnol, ce sont les fondements de l'extension de l'Empire colonial britannique qui sont alors posés. Le Saint-Empire connaît également un redressement spectaculaire, redressement confirmé à Rastatt, alors que Vienne est proche de tomber en 1683 sous les assauts turcs. Un retournement du rapport de force se produit en faveur des puissances chrétiennes qui reprennent l'avantage et du terrain sur l'Empire ottoman. Certes, les Habsbourg ont perdu le trône d'Espagne, mais les traités mettant un terme à la guerre de succession d'Espagne leur offrent les Pays-Bas et les anciennes possessions espagnoles en Italie. L'Europe du Nord connaît d'autres bouleversements avec la Grande Guerre du Nord et la défaite de la Suède de Charles XII qui consacre l'émergence de la Russie de Pierre le Grand, une Russie qui profite aussi de l'Empire ottoman. Renforcement de la Prusse, indépendance de la Lorraine, transformation du duché de Savoie, du duc de Savoie en roi de Sicile, autant de réajustements qui recomposent un tableau géopolitique de l'Europe qui apparaît très différent entre la décennie 1680 et 1715. Et au-delà des positions de l'une ou de l'autre puissance, on entre dans un nouveau système diplomatique
celui de l'équilibre des puissances, dans lesquelles les grands que sont l'Angleterre et la France surtout, mais aussi l'Autriche, la Prusse et la Russie, sont appelés à jouer les premiers rôles sur la longue durée. Tant du point de vue militaire que du point de vue géopolitique, on a donc là une période fondatrice qui met en place des systèmes, des équilibres, appelés à se pérenniser jusqu'à la guerre de 7 ans au moins, voire jusqu'au XIXe siècle.